Merci, donc je suis très heureux de présenter d'animer cette table ronde avec vous. Donc comme l'a dit Hervé, crypto c'est un terme qui peut faire un peu peur, qui est un peu hermétique aussi, puisque vous savez qu'il y a une communauté crypto assez exclusive et qui peut parfois prendre les gens qui ne connaissent pas la crypto pour des néophytes un peu sympathiques et aimables. Crypto, c'est un terme, un mot valise, un peu fourre-tout. Vous pourriez le résumer sans doute au Bitcoin et aux aléas du Bitcoin en bourse ou à d'autres monnaies, enfin actifs digitaux spéculatifs dont certains se sont crachés encore tout récemment. Mais c'est un terme aussi qui recouvre une réalité beaucoup plus complexe et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui avec nos invités, parce qu'on voit bien que c'est un écosystème qui bouge beaucoup, qui bouge vite et qui concerne aussi les entreprises. Vous avez peut-être vu, par exemple, que le centre commercial Beaugrenelle a décidé d'accepter ce week-end les paiements en crypto-monnaie, un certain nombre de crypto-monnaies. Donc ça, c'est pas de la spéculation. Vous voyez aussi qu'un certain nombre d'entreprises font des annonces, se lancent dans le métavers, dans le Web 3, donc des univers virtuels où il y aura aussi des actifs numériques virtuels. Donc il y a des applications assez variées de cet univers crypto, digital, et il faut que les entreprises s'y intéressent, il faut que les trésoriers d'entreprise s'y intéressent, et on va voir comment ils peuvent s'y intéresser et comment cet univers-là peut affecter votre activité dans les années à venir. On va en discuter avec nos invités. Donc, Marion Labouré, vous êtes macro-stratégiste chez Deutsche Bank. À vos côtés, Emmanuel Monet, vous êtes trésorier groupe adjoint de Worldline, donc un spécialiste des services de paiement. Vous avez à la fois cette vue des paiements et puis votre casquette de trésorier. Et puis Stéphane Duzan, vous êtes cofondateur de Forge, donc qui est une filiale de la Société Générale, spécialisée justement dans les actifs numériques. Alors, on l'a dit en introduction, c'est un univers assez mouvant, assez varié. Il y a du Bitcoin, des jetons numériques. On voit aussi des banques centrales s'intéresser au sujet pour ne pas être prises de vitesse par des initiatives privées. Bref, de quoi parle-t-on, Marion Labouré, quand on parle d'actifs numériques? Et puis, pour quelles applications? Quand on parle d'actifs numériques, on parle de beaucoup de choses. Et je pense que c'est important de faire la distinction entre, déjà, d'un côté, les crypto-monnaies. Donc, quand on parle de crypto-monnaies, on a deux sortes de crypto-monnaies. On a les crypto-monnaies numériques de banque centrale, donc ce qu'on appelle monnaie numérique de banque centrale. Donc, celle-ci, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y en a certaines qui sont déjà d'actualité. Je pense par exemple aux Bahamas, aux Caraïbes. En Chine, on en parle beaucoup. En France, la BCE travaille dessus. On ne sait pas encore si on va en avoir une, mais je pense que c'est assez probable. Et de l'autre côté, on a les crypto-monnaies dont on entend parler, qui sont celles-ci émises par certaines institutions qui ne sont pas des banques centrales. Donc on a d'un côté tout ce qui est crypto-monnaies qu'on connaît comme Ethereum, Bitcoin, etc. Et de l'autre côté, je ferai une distinction très claire avec ce qu'on appelle stablecoins, qui sont par définition adossés à d'autres choses, qui peuvent être des commodities, qui peuvent être d'autres monnaies, et qui sont en théorie beaucoup plus stables. Je dis en théorie parce que je pense qu'on a tous entendu parler du crash récemment de Terra USD qui est passé d'1$ à quasiment 0 récemment. Alors, si on peut aller un petit peu plus loin dans la définition et l'utilité de ces différentes parties de l'univers, voilà, à quoi ça sert finalement et comment certaines de ces parties peuvent servir à des entreprises et des trésoriers d'entreprises? Alors, deux choses. Encore une fois, je pense qu'il faut bien distinguer les deux côtés dont je viens de parler, les crypto-monnaies, les monnaies numériques de banque centrale. Donc celles-ci, à quoi elles servent? À l'origine, elles peuvent avoir plusieurs objectifs et qui sont très très différents suivant les pays. Par exemple, quand on parle de la Chine a commencé très très tôt à se lancer dans des recherches de monnaie digitale pour des raisons principalement d'inclusion financière. On a plus d'1,7 milliard
d'habitants sur Terre qui n'ont pas accès à un compte bancaire. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que la moitié de ces habitants ont accès à Internet, ont un téléphone, et en fait, cette monnaie pourrait être accessible sur un téléphone sans passer par un compte bancaire. Donc, il y a des raisons d'inclusion financière, il y a aussi des raisons qui concernent le cash. On sait que le cash, comme moyen de paiement, a été en déclin. C'est pas nouveau, c'est une tendance générale qu'on voit. Par exemple, je pense à la Suède, où le cash représente moins d'1% du PIB, qui a été en déclin depuis 2007-2008. La pandémie a clairement accéléré le déclin du cash, et c'est une façon finalement de penser à un cash digital aussi. En Chine, le cash est aussi beaucoup utilisé, et je pense que c'est à peu près partout pareil, pour des transactions qui sont illicites. Et quand je parle de transactions illicites, je ne fais pas seulement référence au terrorisme ou aux gangsters, mais aussi au fait qu'on utilise le cash pour payer le babysitter, pour payer le jardinier, pour payer des choses de petits montants où on ne déclare pas forcément ni la TVA, ni les taxes qui y sont associées. La Chine a avancé un petit peu plus en amont que d'autres pays ou d'autres banques centrales comme la Réserve fédérale américaine ou la Banque centrale européenne. Ils en sont où? Est-ce qu'on a déjà des enseignements de ce qui se passe là-bas en termes d'adoption future ici et en termes d'architecture aussi de ces monnaies digitales de banque centrale? Alors la Chine a commencé très très tôt. 2014, c'était clairement le premier pays à se lancer dans les recherches sur ce sujet. Depuis 2019, je pense que le grand réveil, ça a été l'annonce de Facebook, Libra, puis qu'on a rebaptisé Diem. Et là, toutes les banques centrales du monde, finalement, se sont lancées, ont commencé à regarder ces monnaies numériques de banque centrale. La Chine a commencé à piloter, donc à émettre en fait ce cash digital chinois sur des téléphones. Il y a à peu près 3 ans, c'était en 2019. Et en fait, ce qui se passe en Chine, c'est que la Chine commence, et c'est vrai pour cette monnaie digitale, mais c'est vrai pour beaucoup de choses en termes d'innovation, elle commence déjà à lancer ces innovations dans un certain nombre de petites villes. Je crois que ça avait commencé par 2, puis 4, puis 7. Et ensuite, elle commence à développer de plus en plus l'adoption qui devient finalement à l'échelle entière du pays. Donc, début cette année, il y a eu les Jeux olympiques d'hiver. Et là, leur cash digital yuan a été accessible à tous les étrangers. Donc, maintenant, c'est possible d'accéder. On peut payer en cash digital, c'est possible d'y accéder via leur application. Et en fait, en Chine, je pense qu'ils démarrent avec plus d'avantages que nous, finalement, en Europe, ou même aux États-Unis, dans les pays avancés, pour plusieurs raisons. C'est qu'ils ont commencé très très tôt à payer de manière digitale avec leur téléphone. WeChat Pay, Alipay, ça fait des années que ça existe. Premier était là début 2000. Nous, on vient juste de passer au paiement finalement sur le téléphone. La deuxième raison, c'est que la Chine, c'est un des seuls pays finalement qui a connu une transition qui a été importante du cash au paiement numérique. Donc, ils ont quasiment sauté l'étape de paiement par carte, alors qu'en Europe, aux États-Unis, on est quand même très très habitué à payer par carte, et c'est très très facile. C'est très facile, ça prend 1 seconde. On a maintenant la technologie sans contact. La troisième raison, ils ont une démographie qui est beaucoup plus jeune que celle qu'on a en Europe et la démographie américaine. Et le quatrième facteur que je mentionnerai aussi, c'est que le gouvernement chinois est très très supportif en termes d'infrastructure et spécifiquement infrastructure digitale. Et en zone euro alors, les perspectives? Alors en zone euro, on s'y intéresse aussi. Christine Lagarde a fait plusieurs annonces à ce sujet-là. On vient de commencer, je dirais, à regarder le sujet. Il y a eu une grande phase de consultation qui a été menée. Ils ont consulté les banques, on a été consultés, je pense qu'on a tous été consultés dans cette pièce aussi. Ils ont consulté aussi, interrogé les consommateurs, ils ont réuni donc ce qu'on en pensait, nos opinions. Et là, ils ont lancé un appel pour essayer de faire un prototype de l'euro digital.
On n'y est pas encore, on est encore en phase plutôt de recherche. On ne sait pas encore si on aura un euro digital. Je pense que clairement on va vers cette voie, mais c'est pas encore, on n'a pas pris de décision définitive. Et si on en avait un, d'après ce que la BCE mentionne, ça pourrait arriver en 2025-2026 environ. Et encore une fois, l'idée c'est vraiment finalement d'avoir le cash qui coexiste avec cette monnaie numérique, mais pas forcément de remplacer le cash tout de suite. C'est vraiment pas l'idée. On est vraiment sur une coexistence. Donc coexistence, mais ça veut dire quand même que l'imbrication de la monnaie numérique dans la chaîne du paiement est inéluctable dans les quelques années qui viennent. On va clairement dans cette voie-là. Après, il faut voir, la BCE n'a pas encore pris de décision définitive sur le fait qu'il y ait un euro digital. Mais sachant que la Chine, c'est quasiment fait en Chine, on a à peu près 90% des banques centrales qui travaillent sur ce sujet-là. On a de plus en plus d'annonces. Le Nigeria a aussi annoncé qu'ils étaient live en termes de monnaie numérique. Je pense qu'on va vers cette voie-là. Stéphane Duzan, quelle est votre perspective là-dessus ? Alors, pour compléter ce que disait Marion, donc vous avez les monnaies numériques. Effectivement, on va avoir. Alors, vous avez ce qu'on appelle monnaie numérique improprement, tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, etc., avec un usage de paiement, mais qui en réalité, il n'y a aucune qualification juridique derrière cette classe d'actifs, enfin, ces assets numériques. Il y a effectivement les stablecoins. On a d'autres types d'actifs numériques qui peuvent participer à la mise en place de monnaie numérique. Alors, je pense notamment à des actifs numériques qui ont une qualification d'instrument financier, qui pourraient, de type bond digital, etc., qui pourraient permettre de mettre en place des dispositifs de collatéralisation, par exemple, de certains stablecoins. Donc, ce qui s'est passé sur Terra Luna récemment avec un problème de collatéralisation, en réalité, pourrait être traité avec ce type d'actifs numériques. Ces actifs numériques du type instruments financiers pourraient être aussi des alternatives à je dirais, des obligations traditionnelles, etc. Le fil rouge de tout ça, c'est que on voit dans les différents surveys qui apparaissent, je crois que Deloitte a fait un survey en l'an dernier pour savoir si l'émergence de la monnaie numérique et plus généralement des actifs numériques était pour des seniors exécutifs du monde financier quelque chose qui devait être prendre en compte. À 76%, je crois qu'ils ont tous en tête que oui, ça va impacter leur industrie. Il y a une étude récente, je crois, de l'ADAN, menée avec KPMG, alors sur un panel plutôt des populations, des particuliers. 8%, je crois, des particuliers détenaient des actifs numériques. 30% projetaient d'avoir ces actifs numériques, de détenir des actifs numériques cette année. En fait, la question est de savoir est-ce que nos organisations sont capables d'accompagner cet intérêt croissant et potentiellement la nécessité de mettre à disposition, que ce soit des corporates, des institutions financières ou du retail, des services qui leur permettent d'accéder à ces actifs numériques, soit pour des cas d'usage de type paiement, mais il y a aussi d'autres cas d'usage, on aura sans doute l'occasion d'en discuter. En quelque sorte, est-ce qu'on est prêt à hybrider nos services existants pour pouvoir inclure cette classe d'actifs, ces actifs numériques, pour nos opérations day-to-day, mais également pour pouvoir fournir des services aux clients qui ont une traction importante sur la détention d'actifs numériques. Donc il y a tout un enjeu là-dessus. Et l'enjeu n'est pas seulement technique, hein. C'est aussi un enjeu d'interopérabilité, d'intégration des dispositifs avec les différents fournisseurs, etc. Donc il y a vraiment une extension à tout type d'actifs numériques
Mais le driver aujourd'hui, et c'est ça, et Marion a raison de le souligner, ce qui est assez surprenant, c'est que le driver sur les actifs numériques, c'est vraiment la monnaie. Et donc, il y a des agendas, comme tu le mentionnais, notamment à l'échelle de agenda réglementaire à l'échelle de la BCE, qui sont en train de catalyser en fait je dirais la montée en puissance et la nécessité de commencer à intégrer, à comprendre qu'est-ce qui se joue, tant du point de vue technique, opérationnel, juridique, réglementaire, sur ces actifs. Alors Emmanuel Monet, justement, cas pratique, vous êtes trésorier, vous êtes dans une entreprise qui en plus gère du paiement. Comment le sujet crypto, si on le résume sous ce terme-là, est pris en compte chez Worldline aujourd'hui? Merci Alexandre. Alors effectivement, Worldline, c'est une société du paiement, c'est le numéro 1 européen des paiements, donc des services de paiement aux entreprises. Notre métier est de fournir aux entreprises, commerçants, mais aussi toute autre entreprise, des services transactionnels pour pouvoir faire payer leurs clients. On le fait auprès de près d'1 million de marchands aujourd'hui, sur un point de vente, en e-commerce, mais aussi faire payer leurs factures. Et si d'ailleurs vous avez quelques minutes, vous pouvez visiter le stand Worldline à l'étage, où vous serez en contact avec notre nouveau produit qui s'appelle Bill Pay and Match et qui permet d'obtenir de la part de ses fournisseurs, des paiements de factures électroniques émises automatiquement. Donc c'est un système qui permet de s'adapter aux nouvelles réglementations sur la facturation électronique et d'obtenir un paiement par le request to pay. Donc c'est vraiment ce type de technologie transactionnelle qu'on met en œuvre au service de nos clients. Et être trésorier dans une entreprise comme ça, c'est un peu avoir deux casquettes. C'est gérer le cash de l'entreprise, comme tout trésorier, encaisser ses revenus, payer ses fournisseurs, payer ses collaborateurs. Mais c'est aussi soutenir les opérations du business qui consiste à gérer l'argent de nos clients. Et donc pour cette raison, c'est un peu gérer deux casquettes. La première qui incite plutôt, et je pense que c'est le cas de beaucoup de collègues ici, à une certaine prudence sur les investissements financiers. Je crois que c'est une des vertus attendues des trésoriers. Et donc naturellement, les cryptoactifs dans l'imaginaire collectif peuvent susciter une certaine perplexité parce qu'on a vu, Marion l'a rappelé, la volatilité de ces actifs. Donc c'est pas forcément le premier actif que le trésorier va regarder lorsqu'il va chercher à placer sa trésorerie, s'il en a. Et puis d'un autre côté, il faut aussi, et c'est notre métier, accompagner l'innovation, soutenir l'innovation. Et clairement, dans le cadre de ces services transactionnels, Worldline est rentré de manière extrêmement dynamique sur ces nouveaux produits en proposant des nouveaux moyens de paiement à ses clients. Parce que la valeur ajoutée qu'on apporte à nos clients, c'est de leur permettre de rentrer en contact avec leurs propres clients, les consommateurs, sur les points de vente en ligne, par le maximum de moyens de paiement. Et aujourd'hui, et ça a été dit par Stéphane, les nouveaux moyens de paiement que sont les actifs numériques, les cryptoactifs, constituent une demande des clients. Et c'est pour cette raison qu'on a créé un nouveau service qui a été ouvert en Suisse, qui est un marché assez mature sur le secteur des cryptoactifs, comme le savent les spécialistes, qui permet d'être payé sur un point de vente ou sur un site de e-commerce en Bitcoin ou Ether, qui sont deux monnaies digitales, enfin de cryptoactifs particulièrement connus, très présents sur le marché des cryptoactifs. Et aujourd'hui, par un simple système de QR code, vous pouvez être payé par un client en Bitcoin ou en Ether. Donc c'est extrêmement simple. On le fait avec un partenaire parce que c'est un métier particulièrement spécialisé, et mon voisin de droite le sait mieux que quiconque, qui nécessite d'être capable d'échanger sur le marché des cryptoactifs, qui est un marché un peu spécifique, qui est de plus en plus réglementé. D'ailleurs, c'est à l'œuvre aujourd'hui en Europe. Et donc nous devons travailler avec ces partenaires pour permettre d'accepter ces bitcoins tout en payant le commerçant dans la devise de son choix. Et en général, ça n'est pas le bitcoin. Ça va être le franc suisse, ça va être l'euro, ça va être le dollar. Et donc c'est ce service-là qu'on va lui rapporter. Et on le fait parce que derrière, et ça a été dit, il y a des consommateurs qui détiennent ces actifs. Comme ils d'ailleurs détiennent aujourd'hui des moyens de paiement de plus en plus diversifiés. Worldline a commencé son métier avec la carte bancaire, qui était le paiement électronique révolutionnaire
il y a une vingtaine, trentaine d'années. Aujourd'hui, nous tous, consommateurs, avons des wallets dans différentes marques, PayPal, en Asie, Alipay, etc. Et donc l'entreprise, le commerçant, a besoin de pouvoir accepter tous ces moyens de paiement dans leur diversité. Et c'est ce qui fait à la fois la richesse, mais aussi la grande complexité du secteur des paiements aujourd'hui, c'est que vous avez une concurrence absolument incroyable sur les méthodes de paiement et qui tiennent à l'identité géographique, au secteur d'activité, aux différents types de méthodes technologiques dont disposent les consommateurs pour effectuer leurs achats dans un pays donné. Et donc pour nous, les cryptoactifs, aujourd'hui, et ça a été dit, ils sont rentrés dans l'atmosphère comme un moyen de paiement, comme une unité de valeur qui peut être mobilisée pour acquérir des biens et des services. Quand on soulève un peu le capot parce que la vue client, bon, je paye chez un commerçant avec mon bitcoin, formidable. Mais pour vous, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça signifie en termes de gestion des risques, en termes de connaissance client? Enfin, quels sont tous les obstacles opérationnels et techniques à lever pour que ça fonctionne? Alors, je l'ai dit, pour ce produit qui permet d'acheter en Bitcoin ou en Ether, on travaille avec un spécialiste qui s'appelle Bitcoin Suisse, qui est un partenaire et qui est un spécialiste de l'échange de cryptoactifs et de l'échange de cryptoactifs en monnaie fiat, donc en monnaie traditionnelle. Et donc c'est grâce à ce partenariat que nous pouvons fournir ce service. Et c'est un peu la méthode que nous suivons chez Worldline, c'est de faire des partenariats avec des méthodes de paiement, des moyens de paiement innovants qui vont permettre à nos clients d'accéder à un nouvel univers, à une nouvelle méthode de paiement. Et c'est une manière pour nous aussi de gérer la complexité de ces actifs, parce que clairement, le marché des cryptos, c'est un marché compliqué qui est assis sur une technologie révolutionnaire mais complexe, qui est la blockchain, et qui soulève un certain nombre de questions et d'enjeux sur la connaissance du client, sur la gestion du risque de change, etc., qui nécessite une expertise. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est bien connu, qui est y compris connu des régulateurs, et nous pouvons travailler avec un partenaire réglementé. Demain, dans l'Union européenne, il y aura une nouvelle réglementation qui s'appelle MiCA, qui va permettre à toutes les entreprises qui travaillent sur ce marché d'obtenir un agrément des régulateurs, ce qui signifie pour nous des intermédiaires de confiance avec qui nous savons que nous pouvons fournir un service sécure, tout en nous appuyant sur leurs capacités. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, ce qui nous permet d'avoir une certaine agilité. Mais clairement, c'est un marché qui suscite une certaine complexité par ses fondamentaux technologiques. Marion, oui. Oui, moi je voudrais juste revenir sur ce que tu disais, Emmanuel, sur le Bitcoin, Ether comme moyen de paiement. Je pense que c'est la grosse différence, enfin, c'est la grande tendance qu'on a eue sur la dernière année ou les 2 dernières années. Avant, les crypto-monnaies, c'était uniquement une classe d'actifs extrêmement spéculatifs. Je pense que ça l'est encore. Mais on tend aussi de plus en plus à avoir des crypto-monnaies dont on sert comme moyen de paiement, comme tu viens de le mentionner. Et on a eu des innovations. La première, c'est que le nombre de transactions était extrêmement limité il y a encore quelques mois. On a eu le Lightning Network. On a des moyens finalement de faire des transactions non plus sur la chaîne, mais à côté. Du coup, on peut en faire beaucoup plus que 7, comme on l'avait mentionné il y a quelques mois. Et le coût de transaction s'est envolé la dernière année. Enfin, une transaction Bitcoin parfois a quasiment eu un coût de $60 il y a quelques mois. Maintenant, on en est très très loin. Et on a un coût fixe qui est parfois, on va dire, à l'heure actuelle, en juin, en moyenne, c'était $2. Donc, il peut être nettement inférieur à beaucoup de coûts qu'on a, notamment quand on utilise des cartes pour des hauts montants. Donc, je pense qu'on est vraiment passé d'un instrument purement spéculatif à, je ne vais pas dire un moyen de paiement parce que je pense que ça remplacera jamais le dollar, l'euro, le pound et toutes les monnaies qu'on a, mais probablement on tend vers de l'omnichannel avec des crypto-monnaies qui pourraient servir et de plus en plus comme moyen de paiement. Sur le côté, bien évidemment, je ne pense pas qu'on remplacera l'euro d'ici là. Après, tu mentionnais la régulation, Emmanuel, et je crois qu'aussi tu l'as mentionné, Stéphane, et c'est la grande nouveauté de cette année. Enfin, clairement, la Fed, la SEC
monitore le marché. Elle a même mis clairement un ban sur Facebook, donc il n'y a plus de Libra à Diem. La Chine a interdit les crypto-monnaies l'année dernière. En Europe, on a MiCA qui est sur le point d'être adopté. Et je pense que finalement, si on a une régulation, un cadre de régulation qui est extrêmement clair, défini, ça pourrait finalement pousser beaucoup plus d'entreprises, et je pense par exemple CFO et trésorier, à adopter les crypto-monnaies. Enfin, on a fait une recherche à Deutsche Bank. L'année dernière, il y avait à peu près 80% des trésoriers, des CFO qui n'envisageaient absolument pas de payer, d'acheter, d'échanger en crypto-monnaie. Et les deux raisons principales, c'était la volatilité, bien évidemment, et la deuxième, le cadre régulatoire qui était très très incertain. Et il est très probable qu'on voit une adoption qui s'envole. Et pour revenir sur les questions de volatilité que tu mentionnais, Stéphane, Bitcoin et toutes ces crypto-monnaies ont été extrêmement volatiles. Je pense qu'elles resteront extrêmement volatiles. Et la raison principale de cette volatilité, c'est quand on regarde le nombre d'échanges, finalement, il est beaucoup plus limité que beaucoup d'autres classes d'actifs. Et lorsqu'on a une liquidité qui est très basse, forcément, quand on a des annonces, des tweets de certaines personnes, ou quand on a des entreprises, des grosses entreprises qui achètent beaucoup de crypto-monnaies, on a clairement des fluctuations sur le marché. Et je pense que d'avoir un cadre régulatoire qui est extrêmement fixe, défini, clair, ça pourrait éventuellement pousser à plus d'entreprises à adopter les crypto-monnaies. Et si on a plus d'adoption, finalement, on pourrait avoir plus de liquidité et une volatilité qui diminue. Stéphane. Ouais, peut-être pour compléter, je suis parfaitement d'accord avec Marion, l'agenda réglementaire est clé pour l'adoption des actifs numériques. S'agissant de Bitcoin, Ethereum, donc les premières crypto-monnaies qui sont apparues, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, ce qui se joue derrière cette adoption des actifs numériques, c'est plus un challenge, notamment dans l'industrie financière, des infrastructures de marché existantes. À savoir, pouvoir digitaliser de la monnaie, pouvoir digitaliser des instruments financiers, c'est potentiellement pouvoir mettre en place des systèmes de règlement-livraison plus rapides. C'est la possibilité de pouvoir automatiser un certain nombre, par exemple, d'opérations sur titre, des paiements de coupons, etc. Bon, alors sans rentrer dans le détail, disons que ce qui est très intéressant avec ces actifs numériques, quels qu'ils soient, avec ces technologies blockchain, c'est que finalement, on a une alternative à une situation aujourd'hui où on a une fragmentation des systèmes de paiement, on a une fragmentation des systèmes de dépositaires centrales. C'est très géographique, hein. En zone euro, on a autant de dépositaires centrales nationaux que de membres de l'Union européenne. Voilà. Il y a des interconnexions évidemment entre les différents dispositifs. Emmanuel en parlera beaucoup mieux que moi sur les systèmes de paiement. On en parlait juste avant, justement. Il y a plein de systèmes de paiement, il y a du correspondant banking partout, etc. Bon. Une blockchain du type Ethereum, je vais prendre ça comme exemple, ou Tezos, par exemple, c'est une infrastructure qui est accessible mondialement, qui permet à n'importe qui, en 5 minutes, quasi, d'avoir un identifiant numérique, une adresse publique, et de pouvoir transacter. Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple. Sur certains actifs numériques et monnaies de banque centrale digitale, etc., on ne va pas permettre à n'importe qui de détenir de la CBDC euro et de transférer à n'importe qui. Donc il va y avoir des systèmes de gouvernance qui vont se mettre en place sur ces actifs numériques. Mais disons que si la BCE fait le choix d'aller sur des protocoles blockchain largement ouverts, non permissionnés, ce qui reste encore, ce qui n'est pas certain, hein, on a cette possibilité d'avoir une infrastructure ouverte sur laquelle vous pouvez avoir des actifs numériques, de la monnaie de banque centrale, des instruments financiers digitaux, des utility tokens, n'importe quoi d'autre, d'avoir tout un écosystème qui va permettre de servir des gens partout dans le monde.
Et on n'a plus le fractionnement qu'on peut avoir dans les systèmes de paiement traditionnels. Alors, je mets un bémol quand même à ça, c'est que des blockchains, il y en a plein. Ethereum, Tezos, Binance Smart Chain, etc. Enfin, j'en passe, vous en avez plein. Donc, il y aura de toute façon des problématiques d'interopérabilité. Mais on change un peu le paradigme, c'est-à-dire qu'on a des infrastructures qui sont nativement worldwide, et ensuite, pour faire l'interconnexion, l'interopérabilité, il va falloir mettre en place des mécanismes pour passer de l'une à l'autre. On est aujourd'hui sur des dispositifs qui sont géographiquement limités, et pour lesquels l'accessibilité, ça passe par plein d'intermédiaires. Si je me remets dans l'environnement capital market, pour détenir des titres qui sont cotés à Singapour, vous allez passer par un global custodian qui va lui-même faire appel à un local custodian qui va pouvoir accéder au marché à Singapour pour détenir les titres. Bon, en plus de ça, vous n'aurez pas trop de visibilité. Il y aura un temps d'échange d'informations assez long parce que chacun a une connaissance ciblée de la détention des titres, etc. Bon, c'est compliqué. Une infrastructure mondiale avec un peu de transparence sur qui détient quoi, même si c'est de manière pseudonyme. C'est un changement de paradigme. Donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt à se préparer à ça et qu'est-ce que ça signifie construire des services sur ces actifs numériques en complément des services traditionnels que vous avez. Parce que demain, vous n'aurez pas un client, vous n'aurez pas un prestataire, un correspondant qui vous dira moi je fais tout en monnaie numérique. Il y aura encore du fiat traditionnel, de la monnaie numérique. Par contre, dans la gestion opérationnelle, il faudra que ça soit un peu seamless. Donc il y a plein de questions qui se posent, notamment sur les prestataires de services que vous allez utiliser, comment vous allez pouvoir compléter, hybrider vos systèmes pour pouvoir opérer. Si vous prenez juste un truc tout simple, mais booker une opération dans vos systèmes pour dire voilà, je vais faire un transfert je sais pas moi, d'Ethereum, etc. Ça, je pense que dans la plupart de vos systèmes de trésorerie, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'il faut référencer dans les données de référence, il faut référencer l'Ethereum, il faut pouvoir booker, vous n'aurez pas de cash account, parce que c'est une adresse publique sur Ethereum, donc comment je fais et puis vos prestataires, est-ce qu'ils sont à même d'aller faire des relevés de position, etc., directement sur la blockchain? C'est pas certain. Et si vous communiquez avec eux via des messages Swift, comment vous faites? Parce que dans les messages Swift, aujourd'hui, vous avez la notion de safekeeping account, cache account, etc., mais vous n'avez pas la notion d'adresse publique, ou d'adresse plus généralement. Alors, c'est en train d'évoluer, hein, les standards évoluent, il y a pas mal de chantiers en cours justement sur ces sujets-là. Pareil, comment allez-vous les intégrer? Ou comment vos prestataires vont les intégrer? C'est ça qui est assez passionnant, hein, c'est qu'on voit bien que sur ces infrastructures de marché, autant les dépositaires centraux, les custodians, les fournisseurs de services comme Swift, tout le monde est en train de se poser la question. Comment on va intégrer tout ça? Donc l'enjeu aussi pour vous, c'est de vous dire comment ça va m'impacter, comment je vais pouvoir intégrer potentiellement ces services-là, même si je n'ai pas l'intention de faire de l'investissement en Bitcoin, parce que c'est quand même hyper volatile et hyper risqué. Par contre, demain, j'irai peut-être chercher de la monnaie banque centrale, j'aurai peut-être des dispositifs de type DeFi qui me permettront de faire, je sais pas, de placer, d'aller chercher des rendements que je n'ai pas aujourd'hui sur le marché monétaire. C'est intéressant au moins de se poser ces questions et de regarder les impacts. Parce que derrière, c'est pas juste j'appuie sur un bouton et je fais mes transactions et puis mon prestataire, il m'a connecté. Votre service conformité, la gestion des risques vont devoir commencer à réfléchir aussi comment ils doivent adapter leur framework. Le département des risques, il a une taxonomie des risques aujourd'hui qui ne tient pas compte des cryptos. Donc il va falloir l'adapter, ça. Donc il faut qu'il se mette le pied à l'étrier. Et vous avez des cas d'usage, des paiements, qui font que vous, en tant que trésorier, vous pouvez être l'avant-garde justement de je dirais
la montée en puissance de l'organisation sur les sujets, sur les actifs numériques, sur les sujets crypto. Vous avez des cas d'usage assez concrets et vous avez la possibilité de mobiliser en interne la conformité, les risques, l'IT évidemment, pour commencer à dire, voilà, sur ce cas d'usage-là, balayons les sujets. Est-ce qu'il faut revoir le framework du risk management? Dans les risques opérationnels, qu'est-ce que je rajoute? Côté opération, comment je fais avec mes prestataires? Alors comment je fais mon relevé de position, tout bêtement? Est-ce que je suis capable de le faire avec mon prestataire? Et d'un point de vue technique, c'est quoi les enjeux cybersécurité? Parce que vous allez en avoir. Quand on va commencer à vous poser la question, ok, on a fait une transaction sur Ethereum, ok, Ethereum, c'est du proof of work, il y a des mineurs, tiens, qu'est-ce qui se passe s'il y a un mineur en Corée du Nord, etc. Ça, vous allez avoir la question, c'est évident. Bon, il y a moyen d'adresser tous ces sujets. Qu'est-ce que on a évoqué MiCA très rapidement. Qu'est-ce que la réglementation qui est en préparation, justement, donc Markets in Crypto Assets, va changer? Qu'est-ce que ça va cadrer là-dessus pour éclairer un petit peu à la lanterne, justement, de nos trésoriers? Je ne sais pas si vous... Dans l'autre, Emmanuel, je pense que l'avantage de la régulation, c'est qu'elle crée de la confiance. C'était d'ailleurs le thème tout à l'heure de l'intervention, mais c'est tout à fait vrai dans notre métier, on a besoin d'intermédiaires de confiance. Nous-mêmes, nous sommes soumis à des KYC, à des... Nous sommes nous-mêmes, voilà, une société réglementée et beaucoup de nos clients ont besoin de cette confiance. Donc la réglementation va permettre d'apporter cette confiance. Et je pense que pour nous, ça sera un enjeu important en soumettant un agrément les prestataires qui seront actifs sur ce marché. Et ça va être une avancée forte, notamment sur un des sujets qui est quand même une des zones d'ombre des cryptoactifs, qu'aujourd'hui, la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme, qui est quand même un des sujets qui a été très lourd dans le monde financier des 10 dernières années, 15 dernières années, et sur lesquels la transparence aujourd'hui est de mise, sur lesquels on doit encore, je pense, progresser sur ces intermédiaires. Donc pour nous, c'est une évolution importante. Après, pour réagir à ce que disait Stéphane, je pense que l'enjeu d'un trésorier aujourd'hui, c'est de domestiquer la complexité. Le monde financier est très complexe, les entreprises sont très complexes. Elles opèrent dans beaucoup de pays et il est vrai, et je trouve vraiment intéressant la perspective d'avoir des systèmes de circulation du cash qui soient beaucoup plus simples. Nous, on l'observe parce que notre métier est de faire transiter le cash de nos clients d'un pays à l'autre. Lorsqu'un consommateur chinois vient payer une entreprise française, il faut qu'on aille chercher l'argent de Chine vers la France. Et il y a plein de destinations qui sont compliquées aujourd'hui en termes de transfert de cash. Et pas celle-ci spécifiquement, mais j'ai en tête certains pays dans lesquels il nous faut plus de 3 jours pour envoyer de l'argent du consommateur vers nos comptes. Alors évidemment, on paiera le marchand bien avant ces 3 jours, parce que ça fait partie du service qu'on va lui rendre, mais nous-mêmes, on va devoir supporter ce délai. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui pour fluidifier et accélérer les paiements transfrontaliers. C'est aujourd'hui une vraie difficulté. Donc si les technologies blockchain peuvent nous y aider, je pense que ça sera vu positivement. Après, l'autre complexité que nous, on observe, c'est la complexité des devises, des actifs. Et là, je pense que le défi, c'est, je disais tout à l'heure, c'est d'aller chercher le maximum de valeur, mais ensuite de le transformer dans une seule unité de compte. L'entreprise, elle fait ses comptes dans une devise généralement. Nous, c'est l'euro, nous sommes cotés à Paris, entreprise française. Et nous devons simplifier cette complexité, donc minimiser le risque de change, minimiser les comptes bancaires. Donc c'est un des services que nous rendons à nos clients en les payant dans la devise qu'ils souhaitent, quelle que soit l'identité de leurs clients. Et je crois que ça va être un défi, y compris pour les cryptoactifs, parce que certes, c'est une unité de valeur pour certains, dans certains pays, mais à la fin, il faut quand même qu'on retombe sur nos pieds, qui est dans quelle devise vais-je faire mes opérations généralement. Et c'est là-dessus, je pense qu'il y a tout aussi une infrastructure d'intermédiaires à créer pour permettre cette conversion et cette simplification. Stéphane, sur la réglementation, quand même, quels sont les principaux points, en tout cas, qui vont permettre d'y voir un peu plus clair? Alors, bon, il y a un agenda réglementaire qu'on peut faire démarrer à l'ordonnance DIP, c'est 2017, je crois, qui permettait d'émettre des actifs numériques et de tenir le registre sur la blockchain. Alors, Corico, c'est en France, il faut le noter. On a eu cette chance-là. Depuis, il y a eu la loi Pacte qui a fixé le cadre des prestataires sur actifs numériques, les PSAN. Donc ça y est, on commence à avoir des acteurs qui ont des agréments. Et comme le disait Emmanuel, en fait, c'est clé
pouvoir avoir sur cet écosystème qui est quand même tout nouveau, tout récent, avoir des acteurs de confiance qui sont agréés par le régulateur, c'est quand même nécessaire pour pouvoir construire des services. On a MiCA, la réglementation MiCA, là, qui ne devrait pas tarder à être adoptée. Donc MiCA, c'est vraiment les actifs numériques du type stablecoin que mentionnait Marion. Donc on va avoir un cadre réglementaire là-dessus. On a, alors, plus sur les actifs numériques du type instruments financiers, on a le régime pilote aussi qui arrive là bientôt, qui va permettre de lister des actifs numériques, de mettre en place des dispositifs de type au secondaire, de type MTF, etc. On a Dora qui arrive, alors Dora pas l'exploratrice, et MiCA pas le chanteur. On a Dora qui arrive et qui propose un cadre. Alors là, ça va concerner toutes les institutions financières, c'est de la résilience opérationnelle. Et ben dans Dora, il y a toute la dimension crypto qui a déjà été intégrée, MiCA, etc. Donc vous voyez, il y a quand même un cheminement assez clair. On a un agenda réglementaire qui drive un peu tout ça. On a, comme tu le disais Marion, il y a la phase d'investigation de la BCE qui a été débutée Q4 l'an dernier, je ne sais plus, qui doit se terminer en Q3 2023. Tout ça donne quand même des gages assez rassurants sur le fait que oui, il y a une traction sur les assets numériques. Alors, il y a quelque chose qui est un peu complexe par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Bon, on aura des infrastructures de marché, des infrastructures, les blockchains, avec un reach mondial. Pour autant, les investisseurs, les destinataires des actifs numériques ou les détenteurs des actifs numériques, ils seront quand même soumis à des législations locales. Bon, c'est un peu la complexité du truc. C'est-à-dire, même si vous émettez un stablecoin, admettons sur une blockchain type Ethereum, etc., les services de custody, tout l'asset servicing qu'il va y avoir autour, ça dépendra, les réglementations qui s'appliqueront, ça dépendra un petit peu des services des comptes serviceurs. Si vous êtes en Angleterre, il y aura peut-être une difficulté d'adaptation à la législation anglaise. Vous allez avoir tous les enjeux fiscaux également. Ils sont locaux, ces enjeux fiscaux. Donc c'est pas simple. On voit néanmoins qu'au niveau européen, il y a une vraie volonté de favoriser l'émergence de standards, d'acteurs qui vont développer des services. C'est les différentes réglementations qu'on a évoquées. On sent on comprend bien en discutant avec les différents acteurs. C'est quand même un enjeu fort. Et notamment sur la CBDC, sur la monnaie digitale, c'est un enjeu de souveraineté monétaire. Parce que des acteurs, tu le mentionnais Marion, comme Facebook, bon, ok, ils ont été mis sur le côté, mais des monnaies numériques privées qui vont capturer un écosystème dans un environnement, ça aurait pu être Facebook et tous ses prestataires, demain ça peut être un métaverse, qui va capturer tout un écosystème de clients, de fournisseurs, etc. S'il n'y a pas une réponse à ça, il va y avoir des trous dans la raquette. Et donc c'est un vrai enjeu de souveraineté monétaire. Et on comprend que l'agenda réglementaire, il est quand même assez dense. Ouais. On a beaucoup parlé du cas d'usage paiement, mais assez peu finalement du cas d'usage placement, qui est celui que tout le monde connaît au départ. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il faut mettre de la crypto dans sa gestion de trésorerie, Emmanuel? Je reste très prudent. Déjà, il faut avoir du cash. Alors, il faut avoir du cash, on n'a pas. Sûr. Voilà. Non, en général, nous, vous en avez. Cash quand même. Mais alors, c'est vrai qu'on sort d'une période difficile pour les placements, où tous les placements étaient à taux négatif. Et j'imagine que beaucoup ici ont subi des prélèvements sur leur compte bancaire, sur leur liquidité, et ont eu beaucoup de mal à placer à des taux même proches de zéro leur cash disponible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un trésorier, en général, il va chercher à placer
sa trésorerie dans des instruments dits cash équivalents, donc qui vont permettre de réduire son ratio de levier, de ne pas accroître son endettement. Et donc, on va chercher des placements pour cette raison très sûrs. Et ça a été dit, les grands cryptoactifs, y compris ceux dénommés stablecoins, se sont démontrés être finalement très volatiles. Et donc, à très court terme, au regard des normes comptables qu'on connaît tous, quand bien même il pourrait avoir des perspectives de gains à terme, c'est quand même assez compliqué de placer sa trésorerie dans ce genre d'actifs. Alors ensuite, ça dépend des entreprises, ça dépend aussi du montant de cette trésorerie et puis du projet qui est associé à cette trésorerie. Évidemment, sur des perspectives de plus long terme, peut-être que ça peut avoir un sens. Et il y a aussi beaucoup de prestataires du secteur financier, peut-être certains sont dans cette salle, qui ont développé des fonds de placement dans des plus diversifiés. Aujourd'hui, pour les trésoriers, la principale actualité, c'est la hausse des taux. Donc ça va peser sur le coût de notre dette. Ça va aussi permettre peut-être d'avoir enfin ces rendements positifs qu'on attend depuis longtemps sur la trésorerie. Donc ça va être une première opportunité qu'on va essayer de saisir. Les placements dans des actifs un peu plus exotiques, je pense que ça prendra un peu plus de temps. Ça nécessitera aussi de pouvoir se réconcilier avec cette priorité opérationnelle qui est de sécuriser le cash et de le rendre disponible à tout moment pour les projets de l'entreprise, parce que c'est ça notre métier, c'est de permettre des investissements, de permettre des acquisitions, et donc de garder à portée de main cet actif à peu près là où on l'a laissé quand on l'a placé. Donc c'est quand même ça un peu notre priorité. Moi, je veux bien revenir sur les évolutions récentes qu'on a vues. Et si on prend une perspective d'ensemble beaucoup plus générale et un peu plus historique, je pense qu'on a tendance à avoir une mémoire qui est assez courte. Il y a 5 ans, un bitcoin, ça valait 1 000 $. À l'heure actuelle, ça en vaut 30 000. On trouve que c'est bas, parce que l'année dernière, ça en valait plus de 60 000, ce qui était extrêmement élevé. Et l'année dernière, sur les 18 mois, sur 18, 24 derniers mois, on a vu une accélération, une croissance phénoménale des crypto-monnaies qui était probablement due, pas forcément qu'aux crypto-monnaies, mais de manière générale, on avait une liquidité dans le marché qui a été absolument incroyable. On a eu une pandémie, on a eu des injections de monnaie par les gouvernements, par les banques centrales aussi. Et ce qu'on a vu finalement dans l'explosion des crypto-monnaies, on a aussi vu finalement les stock markets qui ont augmenté. Et récemment, depuis le début d'année, on s'aperçoit que finalement l'inflation, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai débat. C'est pas quelque chose de si conjoncturel que ça, mais probablement beaucoup plus structurel que ce qu'on pensait. Les taux de banque centrale ont commencé à augmenter probablement en premier au Royaume-Uni, puis aux États-Unis, maintenant au niveau de la zone euro. Et finalement, oui, les crypto-monnaies ont clairement dégringolé récemment, mais pendant les 5 dernières années, on n'a vu aucune corrélation entre le Bitcoin et les classes d'actifs traditionnelles. Et ce qu'on s'est rendu compte depuis, je vais dire, les 4-5 derniers mois, que la corrélation entre les crypto-index et Bitcoin crypto-index, c'est à peu près la même corrélation. On a une corrélation entre Bitcoin crypto-monnaie et Nasdaq qui n'a jamais été aussi élevé, à plus de 80% à l'heure actuelle. Donc ce qu'on voit, c'est de manière très simple, c'est que finalement on a eu une injection de monnaie l'année dernière qui a aussi entraîné cette évolution des crypto-monnaies et que actuellement la montée des taux d'intérêt, notamment principalement par la Fed, a un impact colossal. Et effectivement, 30 000 $ pour un Bitcoin, je pense que c'est déjà extrêmement élevé pour ce que c'est personnellement. Et on continuera à avoir de la volatilité parce que encore on a une liquidité qui est pas si élevée que ça, et on va avoir une augmentation des taux de la Fed qui va continuer et de manière assez dure. Alors, moi, je vais prendre une perspective opérationnelle. Même si vous devez détenir 100 € d'Ether ou de Bitcoin, faites-le. Parce que ça va vous permettre d'anticiper en fait toutes les problématiques que vous allez devoir traiter en interne pour demain être opérationnel, si jamais,
bah, vous avez l'obligation à un moment donné de devoir gérer aussi des actifs numériques parce qu'une partie des services de votre entreprise seront facturés peut-être demain en crypto. Donc c'est pas en 3 mois qu'on est opérationnel. Techniquement peut-être, mais derrière il va falloir activer, on le mentionnait tout à l'heure, hein, tous les départements de votre organisation pour pouvoir ne serait-ce que détenir ces actifs-là. Donc le plus tôt vous le faites, le plus tôt vous onboardez tout le monde, le plus tôt vous faites la pédagogie nécessaire pour balayer tous les sujets qui parfois on bute hein, sur des incompréhensions. Voilà, il faut anticiper ça. Donc faites-le au moins pour être prêt le jour où une adoption massive et où vous serez d'une certaine manière, vous aurez l'obligation de détenir une partie de vos avoirs en crypto. Tremper un orteil dans la piscine de crypto. Ouais. Merci, je crois qu'on touche au but.